Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, ceux qui suivent quatrième de couverture, merci de nous rejoindre dans cette émission-là. Alors aujourd'hui, nous allons échanger avec un grand-père, dirons, qui a écrit un ouvrage sur son itinéraire, sur son parcours, mais également, surtout, il nous a parlé, nous, jeunes de notre génération. Il s'appelle Amadou Ndao Di Bourtanda. Merci beaucoup, M. Ndao, de vous avoir reçu chez vous. Merci beaucoup de votre présence. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'écrire cet ouvrage qui a pris un peu de temps à la suite d'événements que je n'ai incontrôlables pour moi. Et j'ai essayé de faire un peu le parcours de ma vie sur la pression de mes petits-enfants et leurs amis lors d'un anniversaire qui date un peu d'un an, de plus d'un an. Merci beaucoup. Alors, à 89 ans, vous publiez un ouvrage sur votre parcours et votre itinéraire. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait du bien parce que je l'avais gardé. Et je m'étais engagé non seulement auprès de mes petits-enfants et autres, mais également auprès de quelques amis avec qui j'ai vécu longtemps et qui hésitaient beaucoup à faire cela. Et j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il serait bon que chacun de nous écrive une pan de son histoire passée pour permettre aux jeunes de s'appuyer sur le passé pour rebondir et voir que nous avions été avant des citoyens comme eux et que nous constituions, comme je l'avais dit la dernière fois, une génération charnière, comme disait Serge Bouquer. Et cette transition devait leur permettre de s'appuyer sur le passé pour bâtir un avenir meilleur. Justement, lorsque l'on parle de passé, nous allons revenir sur votre enfance, votre milieu, le milieu dans lequel vous avez été éduqué, vous avez grandi. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a façonné à travers ce milieu? Ce qui m'a façonné, c'est surtout l'amour de ma mère. L'amour de ma mère qui n'avait que 2 enfants avec mon père et qui est devenue veuve très tôt. Et elle n'a pas pu vivre longtemps avec moi. Parce que dès l'âge de 5 ans, on m'a, comme la tradition le veut, mon homonyme, qui s'appelle Amadou Ndao, Amadou Ndiaye, Dionnoir, mon homonyme est venu me chercher pour continuer mon éducation. C'était un ami de mon père. Et c'est pratiquement lui qui a façonné mon père afin qu'il devienne chef de canton. Et quand il est venu, malheureusement, quelques temps après, il est décédé. Son fils maudit a essayé également de prendre le relais. Mais à 7 ans, ma famille maternelle me réclamait, c'est la tradition au Saloum en tout cas, me réclamait et je suis allé là-bas. Donc ma mère était presque esselée. Bien qu'elle soit dans un milieu familial, elle était esselée. Et dans toute ma vie, je pensais pouvoir lui être plus proche d'elle. Parce que je n'allais qu'en vacances chez elle. Donc, au maximum 3 semaines, peut-être moins plus, qu'elle me voyait dans l'année. Et ce n'était pas toutes les années. Donc, ma mère m'a poussé à me façonner. D'une autre façon, j'étais bien sûr dans la famille paternelle, mais comme on dit toujours, bien que cette famille
soient unis, comme on dit toujours. Il y a toujours quelque chose qui manque, l'affection. L'affection maternelle me manquait beaucoup. Et c'est cela qui m'a fait beaucoup de bien dans la recherche de cette vie familiale qui pourtant était agréable malgré les difficultés qu'on traversait parce que nous étions à une période très difficile où la Deuxième Guerre mondiale sévissait. Exact. Et il y avait beaucoup de problèmes et mon oncle Sassi, qui avait ma garde, mon tuteur, qui était mon tuteur, a cherché à tout faire pour que l'on soit à l'aise. Ce n'était pas trop évident à l'époque de faire des études, surtout qu'il y avait ce conflit de tradition, de réalité. Il y avait la tradition qui conservait encore ses valeurs, peut-être qui avait une certaine réticence vis-à-vis de l'école occidentale. Comment vous êtes parvenu à faire votre cursus scolaire? D'abord, par une volonté sûre, parce que j'avais envie d'aller à l'école. Avant de venir à Kaolack, ma mère m'avait mise comme auditeur libre chez un des cousins de mon papa qui enseignait. Et ça m'a donné le goût de continuer. Bon, j'ai fait l'école coranique quelques mois et mon oncle Sassi m'a donc mise à l'école. Et à l'école, j'avais également des camarades comme Samba Ndiaye, le sociologue, malheureusement parti. Et également quelques amis et même des aînés comme comme Babacar Diop, le vétérinaire, les Alpha Touré, les Madi Touré, et que je voyais, surtout qu'ils venaient de Ponty, habillés, disons, élégamment habillés. Et notre rêve, Samba Ndiaye et moi, qui était un ami d'enfant, Samba Ndiaye et moi était de devenir pontins pour pouvoir avoir les mêmes habits. Donc cela nous a encouragés et nous a permis d'aller à l'école sans grande difficulté. Et alors, comment vous avez vécu votre milieu universitaire? Parce que souvent, le milieu universitaire, à l'époque, et jusqu'à présent d'ailleurs, peut-être dans une moindre mesure, était un milieu de militantisme, de formation, de découverte. Comment avez-vous vécu ça? D'accord. Mais moi, mon objectif, bon, je militais d'abord dans l'association des élèves, des étudiants. Ça s'appelait à l'époque l'Institut des hautes études, avec les Moustapha Diallo et autres. Et ensuite, je militais dans l'association des musulmans. Donc j'avais un peu décidé de connaître ma religion, puisque j'étais dans un milieu avec Sireli, le docteur Sireli, qui nous apprenait un peu ce qu'était l'islam, etc. Et avec d'autres camarades qui étaient motivés comme moi, et je peux citer surtout Sénignan, professeur Sénignan, il y avait Gorel, il y avait également Boubacar Ba. Boubacar Ba, un ancien, je crois qu'il a été un recteur de l'université du Niger. Il était un brillant élève et on avait lié amitié et nous étions souvent trois à nous rencontrer, Sénignan, Gorel et Boubacar Ba et moi. Donc notre ambition était de ne faire qu'un séjour court. Parce que moi, je devais normalement, lorsqu'on a le baccalauréat, exact, à l'époque, scientifique surtout, et on allait directement en France comme boursier. Malheureusement, moi j'ai eu quelques difficultés à cause des problèmes d'état civil. Bon, c'est un oncle, disons un mari de ma tante, il s'appelle Ablaye Dieye,
qui m'a finalement trouvé un jugement supplétif. Un jugement supplétif d'abord pour me présenter au bac, et ensuite pour avoir une bourse afin d'aller en France. Mais comme le jugement est arrivé en retard, on m'a retenu à Dakar pour faire l'université. Et c'est de là que je suis parti. Votre milieu professionnel a beaucoup agi en vous. Vous avez fait presque le tour du Sénégal à travers votre fonction, mais également à travers vos compétences. Qu'est-ce qui a été déclencheur et qui a eu raison sur vous et qui a fait que vous avez quand même fait presque le tour des projets dont l'objectif à l'époque était le développement du milieu agricole? Ce qui m'a fait, c'était d'abord la situation des paysans, d'une part, à qui je rends hommage vraiment. C'est eux qui m'ont façonné. Parce que j'allais souvent, comme je l'ai dit, quand j'étais enfant, on allait à notre village d'origine Bosse. Et j'y séjournais, je voyais les peines de ces paysans. Et j'avais été également encouragé par certaines personnes qui me disaient, bon, un agronome, quand tu vas à un terrain, c'est fini, c'est tout ce qui se passe, etc. Donc, en lisant un fascicule, donc j'ai choisi ce métier. Et surtout que ce qui m'intéressait davantage, c'est de pouvoir contribuer à l'émergence du pays. Et comme on était parmi les premiers, il fallait donc être des modèles et avoir la conviction que ce métier est noble. Moi, au début de ma carrière, on m'a nommé d'abord inspecteur avec beaucoup de difficultés que j'ai raconté un peu dans le livre. Heureusement que j'avais le soutien du ministre à l'époque, Joseph Mbaye. Mais après, j'étais en même temps, quand j'étais à Kaolack, en même temps adjoint au gouverneur chargé du développement. C'était un nouveau poste à créer, etc. avec Mamoudou Dia et Senghor qui venaient de publier le premier plan quadriennal. Donc nous avons, Bokarli et moi, un collègue, nous étions tous les deux adjoints cumulativement et inspecteurs régional de l'agriculture. Nous avions choisi de rester inspecteurs. Exact. Parce que c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on sait faire, c'est notre métier. Alors les gens étaient étonnés parce qu'il y avait tellement d'avantages en tant que gouverneur, mais quand on choisit un métier, il faut y aller à fond, il faut l'aimer. Et c'est ainsi que j'ai pu m'épanouir dans ces choses et dans cette direction. Et nous avons essayé quand même de voir, de montrer que nous pouvions remplacer les expatriés qui étaient là, parce qu'on a fréquenté les mêmes écoles. Et peut-être que nous avions la chance d'être davantage ancrés dans notre pays que... Au début, on voulait faire, en tout cas moi personnellement, on voulait faire de moi, on voulait me placer très haut par rapport à ce que je voulais. On voulait me placer auprès du ministre, ce que j'ai refusé. Parce que j'ai pensé que pour apprendre notre métier, il faut aller à la base. On a fait des stages, surtout au Mali avec quelques différents, avec mon ami Amin Medoune Diène. On a fait des stages, à notre tour, on a eu tous les problèmes parce que les gens nous bousculaient, surtout les expatriés nous bousculaient et voulaient nous faire échouer. C'est pour cela qu'ils ont essayé de nous affecter dans les postes qu'occupaient les expatriés sans nous expliquer ce qui se passait. Il a fallu qu'on se débrouille pour pouvoir nous-mêmes nous insérer dans le sillage qu'on voulait, c'est-à-dire nous parfaire et pouvoir les remplacer sans heurts. Alors, nous avons vu qu'également, en dépit
de tout cela, les difficultés n'ont pas manqué. D'ailleurs, vous avez connu l'épreuve de l'arrestation qui était quelque peu arbitraire à la lecture de l'ouvrage. Comment vous avez vécu cette épreuve? Et comment même cette épreuve a eu en réalité des conséquences sur votre carrière, mais également sur votre état d'esprit? Au début, c'était un peu difficile, cette situation, c'était un quinquennat, parce que je savais que c'était injuste. Et ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il y a eu d'abord un audit sur ma gestion, pas les autres gestions, ma gestion, et une inspection générale d'État après. Alors, l'audit a identifié, c'était le cabinet Seydi, a identifié quelques malversations et il les a bien situées. Et je crois même le directeur à l'époque, El Hadj Oumar Touré, avait porté plainte, je ne sais pas qui a porté plainte, il y a eu des arrestations. Alors moi j'étais un peu lié à Senghor parce qu'il avait une grande affection pour moi, il disait que je ressemblais à son frère. Et il est venu à Richard Toll, etc. et m'a proposé d'être ici. Donc il m'a reçu, il était en voyage. J'ai été une première fois arrêté. Mais Senghor n'était pas au Sénégal. Et avant son arrivée, on m'a libéré, je crois, une dizaine de jours après, je n'ai pas retenu. On m'a libéré. Et ensuite, il m'a accordé, il m'a convoqué, il m'a donné une audience privée. Et lors de l'audience privée, il m'a demandé sincèrement et honnêtement si j'étais impliqué dans cette affaire. J'ai dit non, je ne suis pas impliqué, donc les choses peuvent continuer. Il m'a dit, si vous étiez impliqué, il y a un de mes ministres, je ne citerai pas le nom, qui était impliqué dans une affaire et je l'ai arrêté. J'ai dit, moi, je suis sûr que je suis innocent. Mais comme il y avait des arrestations concernant d'autres personnes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc l'affaire est allée chez à l'inspection générale d'État et Aline Dembel Sow a été désignée pour faire cet rapport qui m'accablait. Mais heureusement que Dieu m'a donné la force de résister. Et quand nous sommes allés au tribunal, et les gens, je pense que par eux-mêmes, ils ont jugé, et en particulier me taxaient d'avoir détourné des deniers publics. Alors que ce n'était pas vrai. L'argent était entre les mains du caissier. Et lorsque le juge, je crois il est encore là, le Serigne Ba, nous a convoqué pour confronter, on a vu jusqu'au franc près l'argent que les gens avaient cité, donc était dans la caisse et dépensé par le caissier. Ensuite, donc, ils ont mis un problème de corruption, de faux en écriture, des choses incontrôlables. Et même aller jusqu'à dire que les infrastructures mises en place avaient été surfacturées. Mais ce qui m'a choqué beaucoup, c'est que les gens n'ont jamais voulu restituer les faits. C'est-à-dire voir, parce que c'était des digues, bon, c'est un peu technique. Donc, on pourrait prendre des camions ou autres et voir quel est le coût réel de cela. Mais ils ne l'ont pas fait, donc on a aussi bien convoqué, mes conseillers ont fait convoquer aussi bien l'inspecteur que le Seydi, que le cabinet Seydi, pour les confronter d'une part, et pour les confronter à nous-mêmes. Mais c'est le ministre de l'époque de la Justice qui a refusé cette confrontation. Exact. Alors j'ai vu que bon, puisque c'était comme ça, c'était mon sort. Mais cela ne vous a pas empêché quand même
à votre sortie de continuer votre carrière et d'être là où vous êtes arrivé? Oui, même pendant mon arrestation, hein. Bon, le début était difficile. Parce que ma femme venait d'accoucher et elle avait un bébé. Moi-même, je ne me sentais pas du tout à l'aise au début. Parce que, avec tous les coups que j'ai subis, non seulement par l'État, mais par des démembrements de l'État. Le pire encore, même le procureur, Ablaye Dièye, s'en était mêlé parce que lui-même est venu à la prison voir si je ne m'étais pas, on ne m'avait pas mis dans des conditions exceptionnelles parce que le gardien à l'époque, le régisseur, aussi Dièye, avait été un ami d'un marabout de mon frère. Il pensait qu'il m'avait mis à l'aise et que je ne pouvais pas. Et quand il est venu, malheureusement pour lui, il n'a rien trouvé d'exceptionnel parce qu'il disait qu'on me servait du thé, etc. Enfin, c'est le bruit qui courait en tout cas. Exact. Et il est venu fouiller tout. Malheureusement pour lui, il n'a rien trouvé que le Coran. Notamment en parlant du Coran, votre relation avec la famille de Seydi Hadj Malick? Ça date de mon père. Parce qu'on l'a vu dans ce livre même, à un moment même vous avez eu des rêves. Oui, avant que je n'intègre l'agro, parce qu'en principe on devait faire 2 ans pour la classe préparatoire. Moi, comme j'avais fait 1 an ici à Dakar, et que Dieu m'avait permis vraiment de pouvoir assimiler ce qu'on peut dire en première année. Donc Dieu a fait que j'ai vu en songe El Hadj Malick Sy. Alors ma mère m'a dit que El Hadj Malick Sy avait des relations avec mon père, pas avec mon père, mais avec le cousin de mon grand-père, qui était un érudit qui s'est installé dans le Saloum, Babacar Kobor. Et quand j'ai vu El Hadj Malick en rêve, ma mère m'a dit, bon, c'est peut-être parce que ton grand-père Babacar priait beaucoup pour toi et que El Hadj Malick s'est présenté. Et vraiment, quand il s'est présenté, bon, j'avais pris ça comme un songe qui devait arriver, mais ça a coïncidé avec les résultats de l'entrée à l'agro et vraiment, j'ai dit qu'il bon, y a quelque chose qui s'est passé dans ce truc. Aujourd'hui, vous avez pris de l'âge, vous avez 89 ans, vous êtes entouré de votre famille, de vos petits-enfants, de vos petits-fils. Quelle est la relation que vous entretenez avec cette famille, votre famille? Oh là là, formidable. 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 Les enfants m'adorent. Même à cet âge-là, ils me prennent pour un bébé. Je fais presque rien du tout. Et dès que je pense à quelque chose, ils l'exécutent. Mes enfants, mes beaux-enfants, disons, les petits-enfants encore m'adorent plus. Quand ils viennent ici, ils se jettent sur moi, etc. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait oublier pas mal de choses. Et à 89 ans, vraiment, cette solidarité. Non seulement, je dis donc, mes beaux-enfants, hein, même davantage que mes enfants. Parce que les femmes ou les garçons, ils sont mieux intentionnés envers moi que peut-être même mes enfants. Et surtout l'entourage, nos voisins. Nos voisins dont vraiment les enfants m'adoraient. Et certaines se disaient, les amis de mes filles,
disaient qu'elles vont rivaliser avec mon épouse. Ouais, vraiment, c'est vraiment un entourage agréable. Aussi bien pour mes voisins, mes parents et tout. Je me sentis à l'aise, si bien que la transition de la prison à chose, parce que j'étais à l'aise en prison. J'ai fait d'abord le camp pénal. Bon, là, je sortais quand je voulais parce que j'y ai trouvé des parents qui, pas comme je voulais, mais mes parents étaient... Mes parents étaient... Il y avait parents ou beaux-parents, le régisseur, Mayoro Diop, et Machoro Ndiaye, qui était le chef des gardes. Donc ils m'ont confié le jardin du camp pénal. J'y allais tous les matins avec une équipe, etc. Ensuite, on m'a transféré au Fort B. Au Fort B où il n'y avait que des enfants, où j'ai passé peut-être 1 an, etc. Si bien que ma transition vraiment ne m'inquiétait pas. J'avais l'impression que c'est Allah, en fait, qui m'assistait. Vraiment, j'étais convaincu Allah m'assistait. Parce que chaque fois qu'il y a des difficultés, moi, je ne les rencontre pas. Au début, c'était pénible, mais vers la fin, vraiment, je me sentais à l'aise. J'ai même pu voyager pendant que j'étais en prison avec le régisseur, ou soit un ami, malheureusement décédé récemment, Cheikh Hamidou Kane, on est à la Kaola, mais je ne suis pas sorti, etc. Si bien que je sentais aussi l'amour, en fait, disons, l'affection de quelques personnalités qui sont très influentes. Je citais Edouard Diatta, le père de Bruno, qui a carrément dit en réunion qu'on a laissé les fauteurs d'or, et c'est une victime et il m'a cité nommément. Et un de mes cousins députés est venu voir ma femme pour lui raconter ça. Et ensuite, on m'avait impliqué dans des privés qui vendaient des tracteurs. C'est là, je crois, une marque de tracteur que j'ai expérimenté et qui ne marchait pas. On m'a demandé de commander ces tracteurs, j'ai refusé. Alors cela, on dit que si ce garçon voulait s'enrichir, on pouvait le lui donner. Exact. Et il y a eu tellement d'affection que, surtout mes camarades de promotion, mes collègues, ils ont tout fait. C'est eux qui ont payé mes conseils et ma belle famille. Moi, je n'ai rien déboursé. Et ce qui était aussi bizarre, c'est que pendant toute ma détention, j'ai conservé mon salaire. Alors, j'ai été gracié après avoir purgé ma peine. Donc, tout cela m'avait encouragé, et surtout, la SATEC, une société française avec qui j'avais coopéré, était décidé à me recruter immédiatement après ma libération. Excellent. Aujourd'hui, peut-être c'est la dernière question, quel conseil donnez-vous à ces jeunes, à cette nouvelle génération? À ces jeunes, je dis de regarder un peu le passé. Parce que ils ne l'ont pas vécu, mais j'ai constaté actuellement qu'on est sur une pente qui n'est pas la bonne. Parce que même sur le plan de la conception du développement, nous voulons copier sur les autres. Bon, on parle de toute forme d'agriculture écologique, mais je suis convaincu que si, avec les ressources humaines dont on dispose, et que les enfants sont très intelligents, et il suffit qu'ils acceptent de mettre leur intelligence au profit du développement pour décoller. Donc, aux jeunes, je dis, regardez un peu le passé. Mamadou Dia disait qu'en 81, avec les 4 plans régionaux, nous serions comme les Européens. Et on dit qu'aussi la Turquie,
La Corée du Sud était au même niveau de développement que nous. Mais nous sommes en retard. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. On fait de la politique du matin au soir. On ne travaille pas. On ne pense pas, même les médias, c'est très peu qui écrivent sur le développement. Hein. Exactement, c'est vrai. On parle surtout de politique, les premières lignes, voilà ce qui se passe. Regardez ce qui se passe actuellement. À 6 mois des élections locales, les gens ne parlent que de politique. Effectivement. On ne fait pas autre chose. Alors aux jeunes, je dis, vraiment, si on veut se développer, il faut qu'on se débarrasse de tout ça et qu'on soit des Sénégalais purs. Nous pouvons réfléchir à un plan de développement nous-mêmes. Nous avons suffisamment de ressources humaines, nous avons suffisamment de ressources naturelles, etc. Et j'ai beaucoup insisté sur l'eau parce que je pense que ça c'est un peu sur le plan professionnel, je reviens un peu, parce qu'on avait loupé notre coche dès qu'on a décidé de prendre l'eau du lac de Guiers pour venir alimenter Dakar, traversant toute une zone rurale qui aurait pu être arrêtée. Et il y avait un projet, on est allé jusqu'à Moscou pour en discuter. Mais les jeunes aujourd'hui, la plupart ne pensent qu'à l'argent. Malheureusement. Or, ça, ce n'est pas le but. On peut se faire de l'argent en retournant à la terre, mais ce qu'il nous faut, nous, c'est penser d'abord au pays. On passe de souveraineté alimentaire, mais la souveraineté alimentaire, nous ne pouvons l'obtenir que par nous-mêmes. Laisser de côté tout ce à quoi pensent, toutes les choses auxquelles pensent les autres, à dire agriculture de transition, etc. Mais nous-mêmes, nous pouvons décoller. Aux jeunes, donc, je dis de penser aussi à l'Afrique. Non pas le Sénégal, mais l'Afrique. Les Sénégalais, comme je dis, devraient se rassembler vraiment, compte tenu de leur appartenance politique, et pouvoir développer leur pays. Et même, bon, j'ai dit beaucoup de choses sur le financement, etc. Mais aussi être africain. Parce que nous sommes dans une phase où l'unité peut seule nous sauver. Mais avant de faire l'unité, il faut d'abord qu'on bâtisse notre Sénégal. Exact. Avant d'aller à l'unité, à mon avis, bon, on peut faire quelques sorties, on peut s'allier à d'autres, mais je crois qu'il faut être prêt. Nos prédécesseurs nous ont montré le chemin. Malheureusement, la politique, les colons ont tout détruit et malheureusement aussi, cette vie un peu, disons, comment on dit encore, que la mondialisation est en train de nous perdre parce que nous nous retrouvons, en tout cas personnellement, je sens qu'on ne retrouve plus nos repères et qu'on s'inspire davantage des autres et que des types comme Cheikh Anta nous ont tracé vraiment une ligne de conduite qui pourrait vraiment servir de base. Sankara et autres, il y a tellement de héros qui ont montré là-bas. Sankara, il a été éliminé pour ça. Et nous voyons que maintenant, au lieu de faire un pas en avant, on fait des pas en arrière. Donc la jeunesse devrait se remettre en cause et voir que le développement du pays ne peut reposer que sur elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec Amadou Ndao de Bourtanda. Il est l'auteur de l'ouvrage L'itinéraire tumultueux et enrichissant d'un agronome africain. Cet ouvrage est disponible à la maison d'édition L'Harmattan. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi et à la prochaine pour une autre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.